Jeudi 27 novembre, voici à la une. Bon début de journée, c'est Jean-Sébastien Bernatchez qui vous parle. Merci de vous joindre à nous encore ce matin. Je remplace Mathieu qui s'est absenté aujourd'hui et demain. Il sera de retour lundi. Je vais donc tenter de garder le fort, comme on dit, une tâche qui me sera facilitée par les renforts des membres de l'équipe d'À la Une. Véronique Mérange, Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin, Jean-Philippe Robillard, qui seront là comme toujours. En fait, qui sont là dans le cas de Véronique et de Julie-Jasmine. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Grande journée de déplacement. Oui. De déplacement, pour certains, c'est plus important que Noël aux États-Unis. Occasion de se réunir en famille, occasion également de regarder du football, non seulement en soirée, mais en après-midi. Il y a du football, ça, la tradition du jeudi après-midi là-bas. Et puis, avec le vendredi fou demain, ce qu'on appelle là-bas le Black Friday, ça marque au fond le début de la période officielle du magasinage des fêtes. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour la carte de crédit. Avec un peu de dépit de la oui. part de Véronique. Oui, c'est parce que ça fait un mois qu'on parle du vendredi fou. Oui, Alors, je sais pas, on dirait que je suis tannée déjà. Mais tu sais qu'il y en a, c'est le mois du vendredi fou. Tout est fou ces temps-ci. C'est Disons fou. ça comme ça. C'est fou, c'est ça. Mais chez nous, c'est une journée de semaine normale, sauf pour Mathieu, donc. Mais bon. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes là au travail, n'est-ce pas? Et journée qui va être plus froide que celle d'hier. Ah oui, hein? Il a quand même fait 5 à Montréal hier. J'espère que vous en avez profité un petit peu de cette parenthèse de douceur. Moi, je voyais des gens qui accrochaient la guirlande dehors hier dans le quartier. Moi, j'étais transi par l'humidité. Alors, franchement, je n'ai pas remarqué que Je suis c'était d'accord plus chaud. qu'il faisait pas beau. Non, mais c'est, mettons. C'était clairement pas agréable, mais quand même, il faisait 5. Donc là, tout ça pour vous dire que ça va diminuer, ces températures-là, dans les prochains jours. On fera le tour de tout ça, mais c'est le temps plus froid qui s'en vient. Ah ben d'accord. Et puis, Julie-Jasmine, vous allez nous parler du film Les Furies. C'est une comédie sportive féminine. Oui, puis souvenez-vous, on a eu les Boys il y a à peu près une trentaine d'années ici au Québec. Là, je vous parlerai peut-être des Girls. Oui, c'est ça, parce que l'autre, c'était plutôt une comédie masculine, C'est ça. de sport. Exactement. Les Donc, boys, les gars. Les Boys. Puis là, ce sont Les Furies, qui est pas mal plus qu'un film de sport, Jean-Sébastien. J'ai envie de vous dire comment une comédie sportive peut sortir habilement de son cadre de la drôlerie. Alors, on va jaser de ça tout à l'heure. Vous connaissez sa scénariste, vous l'avez vu dans Stat, c'est Gabrielle Côté. Elle joue le personnage de Laurence. Alors, cette fille-là s'est intéressée au roller derby. J'avoue que je ne connaissais bien peu de choses sur cette discipline sportive et j'en ai appris. Ah ben d'accord. Bien, à plus tard, Julie-Jasmine. Un peu plus de détails sur la météo, Véronique? Oui, on va commencer la journée peut-être avec quelques éclaircies. Il y avait des bouts de ciel dégagés là, en milieu de nuit. Alors, très tôt ce matin, c'est possible, mais par la suite, les nuages vont prendre rapidement le relais. On aura encore des averses de neige fondante. Ça laisse pas vraiment d'accumulation aujourd'hui. On peut peut-être parler d'une trace, 1 centimètre ou 2 la nuit prochaine en secteur montagneux, secteur de l'Estrie, Laurentides, la Naudière, Québec au nord principalement. Et les températures, quand on dit à la baisse, il fait 3 en ce moment à Montréal. Ça va être ça, le maximum aujourd'hui. Alors, on va stabiliser le mercure autour de 3. C'est du 0,3 degrés en général sur le sud du Québec. La nuit prochaine, 0,4. Et demain, vendredi, on ira avec des températures entre 0 et -2. Alors, vous voyez, tranquillement, là, on glisse vers des valeurs plus froides. On va demeurer sous les normales de saison jusqu'à la fin du mois, qui est en fin de semaine, et début décembre, qui promet une tendance hivernale, c'est-à-dire des petites chutes de neige ici et là, et des températures. On pourrait toucher le premier -10 de la saison à Montréal. Oh! Oui, à Montréal même, donc ça veut dire en périphérie, oui. Un peu tôt. Je dirais un coup hivernal qui va se faire sentir. Alors voilà pour ce qui est des conditions. Les flocons, demain, il y en aura quelques-uns avec beaucoup de nuages. Et si on fait le tour vers l'est du Québec et tout seul, on est encore dans la neige et le vent ce matin. Ça va
va s'estomper graduellement cet après-midi, cette neige-là, du côté du Saguenay, du lac Saint-Jean. Le Bas-Saint-Laurent aussi. Secteur de la Gaspésie s'est mêlé d'un peu de pluie. En secteur montagneux, les accumulations peuvent être plus importantes. Du côté de la Côte-Nord, on a cet avertissement de neige qui est là. C'est du 15 à 25 cm jusqu'à ce soir. Vent et poudrerie. On est près de zéro, mais quand même, l'Est du Québec ce matin, soyez vigilants, là, les vents, la poudrerie, visibilité qui peut être réduite. En territoire ontarien, on s'en sort tranquillement de la neige. On est tombé pratiquement 60 cm sur le nord-est de l'Ontario. Oui. Alors aujourd'hui, encore des flocons ici et là, neige résiduelle vers Sudbury. Les températures sont négatives, -3, -4, venteux. Toronto-Windsor, surtout nuageux. Possibilité de bourrasque de neige à Toronto aujourd'hui. Alors ça veut dire pas de grande quantité, mais ça peut réduire la visibilité par moment. Ottawa, surtout de la neige fondante, sous forme d'averses dispersées, avec un maximum de 3. C'est venteux partout. La pluie se poursuit à Vancouver autour de 8. Et dans les prairies, Edmonton et Calgary iront chercher un peu de neige cet après-midi. Pas chaud, -7, -9, les maximums anticipés. Beaucoup de brouillard sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Et ça restera plutôt couvert aujourd'hui, -3 à -6. Donc, brouillard dans l'ouest ce matin, ça se dissipe graduellement. Et préparez-vous à des conditions plus hivernales dans les prochains jours. C'est noté. Merci, C'est dit. Véronique. Passe dangereuse, mais finalement, Bolduc s'en tire bien. La rondelle lui revient à Caulfield. Caulfield à Suzuki, le tir et le but! Et voilà les 400 points! Et voilà un match qui aurait pu lui glisser entre les mains, mais le Canadien de Montréal, vous l'entendez, vous le devinez, s'en est bien sorti contre le Mammouth de l'Utah hier. Bonjour, Olivier Pellerin. Bonjour. Ça a été effectivement un match qui aurait pu lui glisser entre les mains parce que le Canadien de Montréal s'était forgé une avance de 2 buts dans la rencontre. Et en deuxième période, petit passage à vide, comme on est un peu habitué avec le Canadien de Montréal, il y a toujours des petits moments là, où ça cloche, où tout semble partir en vrille. Ben, hier, c'était en deuxième période. Martin Saint-Louis a dit qu'il y a eu 10 minutes peut-être d'égarement pour le Canadien de Montréal. Et c'est ce qui a permis donc au Mammouth de l'Utah de marquer 3 buts et donc de prendre l'avance dans le match. Le Canadien s'est bien repris en troisième période, s'est même vu refuser un but, mais tout de même va soutirer une victoire de 4-3 donc sur la route, sur le territoire du Mammouth de l'Utah, dans ce premier match d'un voyage de 3 contre des équipes qui sont tout de même assez aguerries et qui peuvent causer quelques problèmes aux Canadiens de Montréal. Vous avez entendu l'extrait, c'était le premier but de Nick Suzuki, c'est qu'il en a marqué 2 dans le match d'hier, mais surtout, il a atteint le plateau des 400 points en carrière. Il en a 401 maintenant avec ses 2 buts marqués hier. Il y a aussi Zachary Bolduc, son partenaire de trio, nouvellement ajouté au premier trio, qui a marqué hier le premier but du Canadien. Donc, une belle performance dans l'ensemble. Il y a aussi Jacob Dobèche qui était devant le filet, qui a été solide. Bon. On a remis en question un peu le travail des gardiens de but depuis le début de la saison. Oui. Ben là, voilà une performance rassurante pour Martin Saint-Louis. Donc, on peut écouter Zachary Bolduc qui parle justement de l'allure de cette rencontre hier face au Mammouth. Je pense qu'on s'est bien bataillé. On a eu comme un creux de vague, un peu, 10 minutes en deuxième. Puis je pense que le mot d'ordre quand on est retourné pour la troisième, c'était de travailler puis de garder les choses simples, jouer avec ce que la game nous offre, puis d'aller rechercher ce game-là parce que on l'avait, on l'a un peu donné, puis il fallait aller la rechercher. Donc, non, c'était une belle victoire, une preuve de caractère, puis on est content de sortir d'ici avec 2 points. Oui, et ce match de 3 points aussi du capitaine Nick Suzuki n'est pas passé sous silence, surtout pas pour son partenaire de trio. Voici Zachary Bolduc à nouveau. Oui, absolument. Nick, depuis le début de la saison, en fait, c'est notre leader. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est un gars qui, soir après soir, on peut compter sur lui. Donc, non, on est très chanceux de l'avoir avec nous. Et donc, prochain match du Canadien de Montréal, ce sera demain contre les Golden Knights de Vegas, dans ce long week-end de l'Action de grâce. Donc, demain contre les Golden Knights à Vegas et par la suite contre l'Avalanche du Colorado. Ça, ce ne sera pas de la tarte non plus. Et simplement pour terminer sur la soirée d'hier, c'était le retour au jeu de Austin Matthews chez les Maple Leafs de Toronto qui connaissent quelques difficultés depuis le début de la saison. Ben, hier, je ne sais pas si ça a porté l'équipe, quoique Matthews, on voyait qu'il y avait peut-être un manque de répétition, mais victoire de 2-1 des Maple Leafs en prolongation. C'est William Nylander qui a marqué le but gagnant. Donc, ça, c'est peut-être rassurant chez nos voisins ontariens. Ben oui, parlant de Toronto, là, au baseball, toutefois, les Blue Jays ont fait une grosse acquisition pour ajouter à son personnel de lanceurs. Oui, Dylan Cease qui a signé un contrat avec les Blue Jays de Toronto, un contrat de 7 ans, 210 millions pour le lanceur qui viendra un peu solidifier cette rotation de lanceurs chez les Blue Jays de Toronto qui ont atteint, je vous le rappelle, la Série mondiale perdue contre les Dodgers. Mais donc, oui, ça vient s'ajouter à ces acquisitions qui devront être faites
dans l'entre-saison, ces négociations, ce travail qui doit être fait avec certains joueurs. Donc là, on vient d'aller chercher un lanceur. On sait que Chris Bassitt est sur le marché des joueurs autonomes. Serons-nous capables de le ramener chez les Blue Jays de Toronto? Point d'interrogation. Point d'interrogation aussi pour le lanceur vétéran Max Scherzer, qui a laissé entendre à la fin de la saison qu'il était probablement intéressé à revenir au jeu. Est-ce que les Blue Jays réussiront à lui faire signer un contrat et surtout à quel montant? Et surtout, le joueur d'arrêt-court Bo Bichette, qui lui aussi est sur le marché des joueurs autonomes. Et ça, j'ai l'impression qu'on est peut-être en train de fixer simplement la barre du contrat qu'il signera avec les Blue Jays. Il y a une telle entente dans ce vestiaire et surtout avec Vladimir Guerrero Jr. que ce serait surprenant de ne pas le voir revenir avec les Blue Jays, mais ça figure parmi ces différents travaux auxquels on devra porter attention au cours des prochaines semaines et prochains mois. Absolument. Les enjeux sont importants. Oui. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. On va jeter un coup d'œil à la une des quotidiens. Le Devoir s'attarde au projet de constitution québécoise. Le Collège des médecins contre l'idée de légiférer sur l'avortement. L'Ordre ajoute sa voix à celle du barreau et dit que de légiférer, ça mettrait ce droit en péril parce qu'on offrirait un levier au mouvement anti-choix. On en a déjà parlé dans nos émissions, dans nos bulletins de nouvelles d'ailleurs, mais le Devoir a obtenu le mémoire qui a été soumis par l'Ordre professionnel des médecins. On peut y lire, entre autres, en inscrivant ce droit dans la Constitution, le gouvernement crée un cadre juridique susceptible d'être contesté devant les tribunaux. Une Constitution québécoise pourrait être modifiée par une simple majorité parlementaire, ce qui ouvre la porte à des amendements restrictifs, par exemple en indiquant un seuil quant au nombre de semaines ou en ajoutant des conditions d'accès. Bref, dit-on dans le mémoire, cette démarche du gouvernement comporte des risques importants qui surpassent largement les bénéfices souhaités. Le projet de Constitution québécoise fait aussi la une du National Post. L'objectif, plus d'autonomie, pas la séparation. C'est ce que dit Simon-Jolin Barrette dans une entrevue qui a été accordée au journal canadien anglais. Simon-Jolin Barrette qui dit que l'intention, c'est de donner les outils nécessaires au Québec pour accroître son autonomie afin que la Fédération canadienne puisse mieux fonctionner dans son ensemble. Lorsque des États fédérés dont le Canada est composé acquièrent plus d'autonomie, la Fédération en sort gagnante. Le Journal de Montréal, fling-flang au PLQ, l'UPAC rencontre Marois Risky. La nouvelle est sortie hier, d'ailleurs, de l'UPAC qui se mêle du dossier. Alors, Jean-Louis Fortin et Félix Séguin du bureau d'enquête du journal écrivent que, selon leurs informations, les deux enquêteurs au dossier de l'unité permanente anticorruption se sont rendus en matinée au domicile de Marois Risky pour noter ce qu'elle avait à dénoncer. Les validations du corps policier ont commencé la semaine dernière, portent entre autres sur des allégations d'irrégularité en lien avec la dernière course à la chefferie du Parti libéral, mais le travail en est à ses débuts, beaucoup trop tôt pour savoir s'il débouchera sur des accusations. Le Globe and Mail et le Toronto Star nous montrent en première une photo saisissante du drame qui a frappé Hong Kong hier, cet incendie meurtrier qui a ravagé plusieurs immeubles d'habitation. Claude Sophie nous disait que le bilan en est à 55 morts, 279 disparus. Alors cette photo, c'est celle d'un homme qui crie sa détresse, appelle à l'aide. Il a les mains tendues là, devant lui, crispé, le visage, je vous dirais, ma voix marquée par cette détresse. Imaginez, il croit, il craint au moment où la photo est prise, on ne connaît pas la suite, mais que sa femme est piégée dans ce complexe qu'on voit derrière lui, tout enflammé. La Presse Plus nous emmène à Montréal-Nord où un campement de sans-abri toléré ouvertement par l'arrondissement a été démantelé avec de la machinerie lourde par des cols bleus lundi, sans préavis. Des sans-abri qui s'y logeaient disent avoir perdu le peu qu'ils avaient ou ont retrouvé leur possession brisée dans un amas. L'un d'eux dit même « J'aurais pu être couché dans ma tente quand c'est arrivé, donc on aurait évité le pire ». Ce sera un malentendu. À l'arrondissement, on reconnaît qu'on avait dit oui, on va vous tolérer le temps qu'on prenne une véritable décision. Ce qu'on dit, c'est que les cols bleus devaient aller sur place pour ramasser des déchets laissés en marge du campement par les sans-abri. Mais l'employé aurait tout simplement, explique-t-on, ramassé le mauvais amas d'objets. Donc, n'aurait pas ramassé ce qu'il devait ramasser. Et puis, le New York Times propose une large couverture sur cette fusillade d'hier à Washington. On va y revenir avec Jean-Philippe Robillard, mais le grand titre, Trump qualifie la fusillade contre un garde à Washington, contre des gardes, en fait, 2 membres de la Garde nationale qui ont été blessés, d'actes de terrorisme. Le suspect serait un Afghan de 29 ans. Donald Trump a promis de redoubler d'efforts pour expulser les migrants et son administration a annoncé avoir suspendu les demandes d'immigration de ses ressortissants afghans. On y reviendra donc
En fait, à l'instant, je vous dirais, avec Jean-Philippe Robillard, puisqu'il se joint déjà à nous. Alors, allons-y tout de suite avec ça. La ville de Washington, Jean-Philippe, qui est toujours en état d'alerte au fond. Là, il y a un tireur, je le disais à l'instant, qui a ouvert le feu sur 2 militaires. On était près de la Maison-Blanche, là. On n'était pas loin, effectivement, quelques rues, je pense. 2 rues, je crois. Oui, ils sont toujours dans un état critique. L'assaillant, lui aussi grièvement blessé. Et là, je le mentionnais, ce serait un Afghan, donc on en sait un peu plus sur lui. Oui, c'est ça, vous l'avez dit. Donc, c'est un homme de 29 ans, d'origine afghane, qui est arrivé aux États-Unis il y a 4 ans, donc en 2021, dans la foulée, Jean-Sébastien, du retrait de l'armée américaine d'Afghanistan. On se souvient, retrait précipité. C'était au début de la présidence de Joe Biden. Biden, c'était en août 2021. Donc, il serait arrivé aux États-Unis un mois après ce retrait, dans le cadre de l'opération Bienvenue aux alliés. Selon des médias américains, le suspect donc aurait collaboré avec les forces américaines et la CIA en Afghanistan, principalement à Kandahar, dans le sud du pays, où il y avait, on le sait, une importante base militaire américaine. Le président Donald Trump s'est adressé à la nation hier soir. Oui, effectivement. Donald Trump, qui a parlé d'un acte de terrorisme, vous l'avez dit, d'un acte de terreur, qui a dénoncé également la politique d'immigration de son prédécesseur, Joe Biden, qu'il a qualifié de plus grande menace pour la sécurité nationale. Donald Trump qui a promis également de renforcer, vous en avez un peu parlé, ses politiques d'immigration. On écoute, Jean-Sébastien, un extrait de son discours que nous avons fait traduire. Cette attaque odieuse était un acte malveillant, un acte de haine et un acte terroriste. C'était un crime contre notre nation tout entière. Le département de la sécurité intérieure est convaincu que le suspect en détention est un étranger qui est entré dans notre pays depuis l'Afghanistan, un véritable enfer sur terre. Il a été transporté par avion par l'administration Biden en septembre 2021. Mais il faut mentionner donc qu'il aurait fait sa demande pour devenir citoyen américain en 2024 et elle aurait été acceptée, selon les médias américains, en 2025. Donc, c'était au moment où Donald Trump était au pouvoir. Et hier en soirée, Jean-Sébastien, tout de suite après le discours du président américain, il y a l'agence fédérale qui est chargée de l'immigration qui a indiqué qu'elle suspendait immédiatement, et ça là, pour une durée indéterminée, le traitement de toutes les demandes d'immigration concernant des ressortissants afghans. On veut, semble-t-il, ce que dit l'administration Trump, effectuer un nouvel examen des protocoles de sécurité et de vérification. Et hier, là, tout de suite après l'attaque au cours de l'après-midi, là, vous avez dit, je pense, autour de 14 heures, le président a annoncé un peu de temps après ça, Jean-Sébastien, qui a annoncé donc le déploiement de 500 troupes de plus là, dans la capitale américaine. Alors, c'est une attaque, il faut quand même le mentionner, là, qui survient. On le sait, on en parle souvent dans un climat là, qui est déjà très tendu aux États-Unis. Là. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. On dirait que c'est juste les clubs féminins qui ont été sacrés dehors de l'aréna à cause des Napoléons. C'est moins populaire, les ligues de femmes. On va rassembler des femmes pour faire du roller derby. Ça va être ça, tes travaux communautaires, puis c'est moi qui vais vous coacher. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du film Les Furies, première comédie sportive féminine au Québec qui prend l'affiche vendredi, demain. Donc, Julie Jasmine, vous avez vu le film? Oui, j'ai vu le film. Alors, et on parle ici d'un groupe de femmes, des assorties qui connaissent absolument rien au roller derby, un sport de contact. On est à patin à roues, non pas aligné, évidemment. Oui, bien sûr. Et tout ça se passe dans le sous-sol de l'église parce que le sport amateur a été chassé de l'aréna. On l'a entendu dans l'extrait là, à cause de la Ligue de hockey masculine semi-pro qui prend tout l'espace finalement. Et au cœur de cette histoire-là, je vous dirais qu'il y a 2 leaders. Il y a une ancienne championne de roller derby, elle s'appelle Yvette, et dont la mémoire commence à faire défaut. Elle est magnifiquement défendue par France Castel. Et il y a aussi le personnage de Mélissa, mère monoparentale de jumeaux de 5 ans, entrepreneur de la construction, un peu mal engueulée, mais qui est surtout bouillante. Elle a ça en elle, cette envie de petite colère. Alors, et comme elle s'est battue, elle doit faire des travaux communautaires et dans son programme de réinsertion, elle doit finalement faire justement trouver une
façon de gérer sa colère et ça aboutit à la formation de cette équipe-là de roller derby. Alors, Non, ça doit donner lieu à des scènes cocasses, là, parce que je devine un peu oui, parce qu'en fait, ces efforts pour contenir la colère dans des circonstances comme celle-là. Colère féminine, oui. qu'on voit peu quand même, disons-le, Jean-Sébastien. Alors, et ce personnage-là est porté par Gabriel Côté, qui signe pour la toute première fois un scénario au cinéma, que vous avez peut-être entendu comme chroniqueuse à La Journée est encore jeune, que vous avez vu aussi dans Stade comme personnage de Laurence. Et autour de ces deux femmes-là, il y a une pléthore d'actrices bien connues. Anne-Élisabeth Bossé, Juliette Gosselin, Debbie Lynch-White, Sandrine Bisson, qui ont toutes leurs histoires à elles. Alors, ça tourne autour de ça. L'idée, c'est de monter, évidemment, cette équipe-là, mais de démontrer que le sport féminin a sa place. Et elles partent de loin, bien sûr. Et je dirais que, bien sûr, que dans la toute première partie, là, la première heure, il y a cet élan comique, une bande de filles qui ne savent pas patiner, mais fort heureusement, il y a aussi un élan dramatique. On va aller dans différentes couches. Je dirais splendeur et misère des relations féminines. J'ajouterais aussi qu'il y a différents sujets comme la consommation, on parle de dépendance, alcool, drogue, de violence conjugale aussi. On réussit à aborder ces thèmes-là par un des personnages. Maladie neurodégénérative, notamment l'Alzheimer, celle du personnage de France Castel, alors qui est la doyenne. Et ça devient très, très émouvant. Et comme tout bon film de sport, ben ça prend du suspense. Alors là, c'est là où la réalisation entre en ligne de compte. Il y a des scènes, la scène finale, elle est très enlevante et ça fonctionne très, très bien. Réalisation de Mélanie Charbonneau. Et moi, ce que j'aime dans ce film-là, c'est que je trouve que c'est un hommage à des femmes combatives et irrévérencieuses. Alors, c'est pourquoi ça fonctionne, je pense. Et bien sûr, il y a des hommes dans ce film. Antoine Bertrand est dans ce film, Antoine Pilon aussi, Maxime de Cotteret. Alors, ça s'appelle Les Furies. Ça sort en salle demain et je vous le conseille. Absolument, vous nous en donnez le goût. Ça semble très riche quand même, là, comme scénario et tout ça. Vraiment, oui, vraiment, on va aller voir ça. Une chanson de Ginette Renault dans le film de Noël de Netflix. Oui, un des films de Noël de Netflix. On peut-tu en écouter un petit bout? Je pense que oui, ça vaut la peine. Plaisir quand même, là. Hier soir, en train d'embrasser le Père Noël. C'était sous le lit. Vous êtes bon! Un de vos classiques, ce que je comprends. Alors, oui, c'est ça. Vous avez reconnu la chanson « J'ai vu maman embrasser le Père Noël » qui a été enregistrée en 1968. Là, OK? C'est pas banal. Et on parle d'un film de Noël de Netflix qui est en ce moment numéro 1 sur la plateforme depuis environ une semaine. Bravo! Parce que le film a été lancé. Ça s'appelle Champagne's Problems. Ce film, dont l'histoire se déroule en France, mais on comprend pourquoi on entend du français, bien sûr. Et c'est dans une des scènes, évidemment. Et Ginette Renault a commenté récemment, elle a dû être profondément fière parce que grâce à ce film-là, elle rejoint des gens partout dans la francophonie, mais aussi, évidemment, en dehors de ça, parce que c'est près de 60 ans après sa création, ça résonne encore. Alors voilà, tu sais, parfois, on peste un peu contre les plateformes, mais on peut s'en réjouir quand des créations d'ici, font du mélange. Ben oui, et le talent de Ginette Renault, la voix de Ginette Renault. Encore un petit extrait. Merci, Julie Jasmine. Ça fait plaisir. Le Père Noël. Bon, à surveiller aujourd'hui, entre autres, il y aura dépôt du projet de loi du gouvernement Legault pour renforcer la laïcité. Annonce par Mark Carney, on en a tellement parlé de ce protocole d'entente avec l'Alberta sur un projet de pipeline. Et puis sur radiocanada.ca, vous pourrez lire ce texte de Pascal Harrison-Julier. Beaucoup de textes, mais entre autres celui de Pascal sur la face cachée des injections, infiltration dans un lucratif marché.